Soumaïla Cissé, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été 2 fois deuxième en 2002 et en 2013. Est-ce que vous ne craignez pas d'être condamné à cette deuxième place? Non, il n'y a pas de condamnation. Je crois que si on persiste, c'est pour être premier. Vous voulez restaurer l'autorité de l'État, mais les visites récentes du Premier ministre Boubaï Maïga à Kidal et dans le centre du pays, n'est-ce pas le signe que ça va mieux? Non, au contraire. Je pense que c'était des visites de faire valoir. C'était plus des visites de campagne, à mon avis. Vous savez, les conditions dans lesquelles le Premier ministre a été à Kidal ne sont pas de bonnes conditions. Il a fallu accepter d'aller sans la sécurité de l'État, accepter de payer de l'argent, accepter de limiter la visite, accepter de déployer les symboles de l'Azawad. Et sa dernière visite à Ménaka, c'était pour remettre des groupes électrogènes. Je ne pense pas que ce soit là la principale préoccupation des populations de cette zone et que les groupes terroristes, malheureusement, occupent encore le terrain. Mais tout de même, ces visites du Premier ministre, y compris dans le centre du pays, n'est-ce pas le signe que l'État multiplie les efforts pour réconcilier les communautés, notamment les poules et les communautés rivales? Mais je crois qu'il faut voir des résultats. Même après sa visite, il y a eu encore des attaques, il y a eu encore des affrontements entre Peul et Dogon, il y a eu encore des attentats et il n'y a pas de résultats. 3 ans après, l'accord d'Alger tarde à s'appliquer, c'est vrai, mais ça y est, à Kidal, par exemple, le rassemblement des groupes armés au sein du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, est en train de se réaliser. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Vous savez que dans le MOC à Kidal aussi, il y a énormément de conditions. D'abord, les femmes n'ont pas le droit de visiter les familles, n'ont pas le droit de rester seules à Kidal, sont carrément sous tutelle du MNLA. Et je crois que la présence de l'armée malienne à Kidal reste encore conditionnée au bon vouloir des groupes armés. Alors vous critiquez, mais qu'est-ce que vous ferez de mieux si vous êtes élu? Non, je crois qu'il faut aujourd'hui tirer les leçons de ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un manque de dialogue réel. Le dialogue d'abord avec les forces vives de ce pays. Nous avons nous-mêmes demandé plusieurs fois un dialogue avec le gouvernement. Je crois qu'il faut pouvoir échanger. Il y a eu la conférence d'entente nationale. La conférence d'entente nationale, là aussi, malheureusement. La suite, il y a eu un projet de charte qui a été rejeté le lendemain par les groupes armés. En fin de compte, il y a une réunion pour rien. Tout ça montre que le suivi n'est pas là. Je pense qu'il faut s'interroger sur la sincérité des acteurs. C'est l'engagement réel du gouvernement pour l'application de cet accord. Et les affrontements entre communautés, n'est-ce pas un phénomène très profond et très difficile à maîtriser quand on aspire à la fonction de chef de l'État? Oui, vous savez, quand l'État n'est pas présent, quand il n'y a plus d'école, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de forces de l'ordre, il n'y a plus de préfet dans une zone, forcément des forces obscures se substituent à l'État. Là aussi, nous devons, à mon avis, dans un pays comme le nôtre, où il y a des mécanismes traditionnels qui fonctionnent, il faut les mettre en branle. Vous pensez à quel mécanisme? Vous avez des systèmes de cousinage qui fonctionnent. Vous avez de grandes voix dans ces zones-là qui peuvent parler à tout le monde pour que la paix revienne dans cette zone. Autre cheval de bataille, la lutte contre la corruption, mais n'est-ce pas un mal qui ronge toute la société malienne et contre lequel le président, quel qu'il soit, ne peut pas faire grand-chose? Si, on peut faire grand-chose. Vous savez, la chance que j'ai, c'est que j'ai eu à gérer, j'ai été pendant 6 ans et demi ministre des Finances, nous avons pu avoir des résultats. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est du jamais vu, où la corruption se situe au plus haut niveau de l'État. Quand on parle de surfacturation, quand on parle de marché fictif, quand on parle de détournement de fonds, je crois que malheureusement, on pense aujourd'hui au sommet de l'État. Et ceci est inacceptable. Il faut qu'on sorte de l'impunité. Il faut que les dossiers qui sont en chantier, que ces dossiers aillent jusqu'au bout. Il faut donner l'exemple. Et l'exemple se donne par le sommet. Aujourd'hui, la corruption fait mal à nos relations avec nos partenaires qui voient leur argent dilapidé et qui font que la confiance s'étiole chaque jour et que notre pays ne fait que reculer dans l'estime internationale. Et quand vous dites qu'il y a corruption au plus haut niveau de l'État, voulez-vous dire dans l'entourage du chef de l'État? Non, vous savez, quand un gouvernement est mis en cause par le Fonds monétaire international, je crois qu'on ne peut pas aller plus haut. Et que le Fonds monétaire international, à l'époque de ses avions, à l'époque de ses matériels militaires surfacturés, quand on a parlé de ses engrais frélatés, quand on a parlé de ses tracteurs, jusqu'à ce que le gouvernement, le chef de l'État soit obligé de se séparer de ses ministres, je crois qu'on ne peut pas aller plus haut. Mais justement, il y a eu sanction. Mais il n'y a pas eu sanction, puisque tous ceux-ci ont été rétablis dans leurs fonctions. Certains se sont retrouvés à des postes encore plus prestigieux, d'autres
se sont retrouvés à l'international. En fin de compte, les affaires sortir par une porte, ils sont rentrés par une autre porte. Soumaïla Cissé, vous êtes populaire, on l'a vu lors de votre meeting du 12 mai dans un stade de quelques 80 000 personnes, mais vos adversaires disent que, comme vous êtes natif du Nord, c'est un handicap dans un pays à forte majorité bambara. Non, je crois que cela n'est pas vrai. Vous savez, ceux qui ont voté pour moi ne sont pas que les gens du Nord. Vous savez, le nombre de députés que j'ai, c'est les députés de Caille, c'est les députés de Ségou, c'est les députés de Sikasso. Je crois que c'est un faux combat. Quand on n'a pas d'argument, on dit cela. Et les 80 000 à 100 000 personnes qui étaient au stade le samedi 12 mai, je crois qu'on peut bien voir que ce ne sont pas des natifs du nord du Mali. Je crois que nous avons acquis une notoriété à travers les années, à travers ce que nous avons pu réaliser. Je crois que c'est cette crédibilité qui a fait qu'il y a eu cette influence au niveau du stade du 26 mars le samedi 12 mai. En 2013, le chef islamiste Mahmoud Dicko et le chef traditionnel de Nioro ont appelé à voter Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous ne craignez pas que ça se reproduise cette année? Non, vous savez, ce qui est constant, c'est que le président a eu effectivement le soutien des chefs traditionnels, il a eu le soutien de la junte militaire, il a eu le soutien de certains grands pays étrangers, mais il n'a pas passé au premier tour. Aujourd'hui, il n'a pas le soutien des forces religieuses. La junte n'est plus là et les pays étrangers ont changé de paradigme. Pensez à la France? Je pense en tout cas à tous ceux qui ont pu l'aider de façon assez ouverte. Aujourd'hui, les chefs religieux, j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai rencontré tout dernièrement le shérif de Nioro, j'ai rencontré l'imam Mahmoud Dicko, j'ai rencontré le shérif Madani. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont revenus d'une situation à laquelle ils croyaient. Ils croyaient vraiment que le président actuel allait restaurer l'autorité de l'État et l'honneur des Maliens. Aujourd'hui, le constat, il est patent. Je crois très sincèrement qu'ils ne vont pas les soutenir comme ils l'ont fait la dernière fois. Dans l'opposition, il y a déjà une bonne dizaine de candidats. Est-ce que ça ne fait pas le jeu du pouvoir? Non, vous savez, le 29 avril dernier, il y a une grande coalition qui s'est formée pour l'alternance et le changement. Pour gagner au deuxième tour, il vaut mieux créer une dynamique dès le premier tour. Or, cette dynamique, elle n'existe pas puisque les candidatures sont multiples. Mais cette dynamique, vous l'avez vu le 12 mai, vous en avez parlé. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un parti politique de l'opposition remplisse un stade jusqu'à le faire déborder. Cette dynamique, elle est là, elle est visible, elle est physique. Et c'est cette dynamique qui va faire la victoire. Je crois que le 12 mai, il y a avant le 12 mai, il y aura à partir du 12 mai et le reste après. Et c'est ça la dynamique. Au-delà des accords d'état-major, le peuple est sorti. Oui, mais il ne suffit pas de remplir un stade pour gagner une élection. Mais il faut déjà remplir un stade pour gagner une élection. Si vous ne remplissez pas le stade, c'est pas la peine d'y aller. Non à la triche, avez-vous dit lors de ce meeting du 12 mai. Vous craignez la fraude? Vous savez, moi j'ai les éléments de fraude de 2013. Au deuxième tour ou au premier? Au deuxième tour en tout cas, je les ai. Je ne les ai pas publiés à l'époque parce qu'on m'aurait traité de mauvais perdant. Maintenant, ils sont disponibles. Mais ce que je crains avant tout, c'est toute crise post-électorale. Parce qu'une crise post-électorale, c'est la catastrophe dans notre pays. C'est pour ça que nous-mêmes, craignant une crise post-électorale, nous avons écrit au président du Conseil de sécurité, au président de l'Union africaine, au président de la CEDEAO, pour qu'il y ait une certification des élections, comme en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait de bonnes élections au Mali. Parce que ce que nous voulons, c'est vraiment d'éviter toute crise post-électorale. Que celui qui a gagné, qu'on le reconnaisse tous. Nous nous battons pour la crédibilité, nous nous battons pour la transparence, parce que tout autre schéma, on serait à la merci de n'importe quel aventurier. Et ce n'est pas souhaitable pour le Mali. Beaucoup d'enfants étrangers sont morts chez nous, qu'ils soient français, qu'ils soient d'autres pays africains. Et pour arrêter cela, il faut une gouvernance crédible, il faut une gouvernance acceptée par les gens et que les Maliens se reconnaissent dans le gouvernement qui sera mis en place. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide et du soutien de la communauté internationale en gouvernance, en acceptabilité des élections. Non seulement les jours du bureau des votes, mais aussi dans la centralisation. Je pense que c'est un chemin vertueux que nous avons proposé. Soumaïla Cissé, merci.